Audio Jungle. Quel bonheur de vous retrouver tous les lundis et vendredis sur la radio qui mouille le maillot. Tous les majeurs au rendez-vous cette fin de semaine. Mikel Arteta et son Arsenal au Goodison Park, son ancien fief, pendant que Spurs et Sky Blues se livrent une bataille en Première Ligue. Le Barça au rythme de champion, le Real grimace, le Ballon d'Or Benzema touché et à l'infirmerie. Le Bayern grippé va retrouver Niko Kovac et Wolfsburg en championnat. Le derby de la Madonnina au menu de la Série A dans l'Hexagone. Le Vélodrome va gronder lors du derby OM-OGC Nice. Dans Plateau Foot Europe, le point sur le mercato hivernal. Chelsea en plein délire financier. On en parle dans la première partie de votre émission numéro 777. C'est pas James Bond, hein. 777. Ce n'est pas le Boeing 777. Même pas, non plus. Mais voilà, numéro 777 de PFE sur Sport FM. La référence sportive, c'est maintenant. Notre Boeing à nous, 777, on y prend place. Ils sont déjà là, les spécialistes. Bonjour Franck. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous, bonjour Roméo, bonjour Delanov, c'est un plaisir. Vous prenez quelle place, économique ou la classe affaires ou... La classe affaires, c'est mieux, on est bien tranquille là-bas. Ça c'est vrai, et on est servi dans les meilleures conditions. Delanov Atikoun, bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour le plateau, bonjour à toutes et à tous. Vous n'avez pas sali vos auditrices, qui tiennent tellement à vos cœurs. Mais on le prend comme ça à la fin. Une première, voilà. Roméo Mileko, bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous. En pleine forme? Oui, en forme, ça va. D'accord. On a gagné hier. Oui, vous avez gagné hier. Ouais. Ah oui, il est bien réveillé. Très, très bien réveillé. Et je pense qu'il est également bien inspiré pour la suite de cette émission. Alors, justement, nous allons ouvrir la première fenêtre. Nous y restons. Nous allons parler du mercato hivernal, le marché des transferts. Des joueurs qui ont fait des mouvements ici et là. Ils ont changé de pays. Et voient également de maillot. Messieurs, la première question pour faire le tour de table, la parole à qui veut la prendre. Quel est le transfert qui vous tient à cœur ou qui vous dit, tiens, ça c'est un transfert mercato hivernal, surprise ou par surprise, selon vous? Joao Cancelo. Joao Cancelo, qui a quitté City pour le Bayern. Delanov? City également, le transfert de Joao Cancelo. Vous ne la voyez pas venir, cette destination de Cancelo? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, vu qu'on connaît le rôle que joue le Portugais dans cet effectif-là. Et après le mondial, on voit qu'il ne joue plus souvent. Et derrière, on a juste vu que une petite fumée. Et puis derrière, il est parti. Franck Munyama. Vitinha qui est arrivé à l'Olympique de Marseille, c'était pas prévisible. Exactement. 32 millions d'euros. Ah non, pas de CFA. Non, d'euros. C'est le plus gros transfert de l'histoire du club phocéen. Donc c'était une surprise. Waouh. Vitinha, il est différent du Vitinha du Paris Saint-Germain. Il est bien différent. C'est pas la même personne. C'est quand j'ai entendu Vitinha que je suis parti. N'est-ce pas? Je suis parti chercher, j'ai vu, c'est pas la même personne. Quand vous voyez même le visage, le Vitinha du Paris Saint-Germain a une barbichette, puis voilà, une moustache. Puis il est de courte taille aussi. Il est de courte taille. Bon, je ne vais pas venir sur ça. Bon, attention, de courte taille, des joueurs peuvent vous faire mal. Allez chercher un certain Ariel Ortega, un Argentin des années 90, et même Diego Maradona, un courte taille. Pourquoi pas Lucas Torreira? Lionel Messi. Ah bon, il est court? Il est court. Ah d'accord, ça c'est vous qui me dites. Alors messieurs, on va rester toujours dans le mercato hivernal. Franck, il y a Enzo Fernandez qui a quitté Benfica pour Chelsea, 121 millions d'euros. Il y a Mudryk, Shakhtar Donetsk, Badiachil, Moni Madueke, Malo Gusto, Anthony Gordon, Cody Gakpo, ou encore Jorginho, Cancelo et puis Léonard Trossard. Tous ces joueurs-là, pour vous, pour quel résultat à moyen et à court terme? À court terme et à moyen terme, voilà. Je prends d'abord Chelsea qui a fait une folie financière. 330 millions d'euros pour 8 joueurs. C'est quand même osé. Maintenant, ils ont un président qui a les moyens, Todd Boehly. Plus fou qu'Abramovich? Apparemment, oui. Ouais. Parce que là, Chelsea veut tout avoir. Ils ont changé d'entraîneur. Il faut rééquilibrer l'équipe. Il faut gagner les matchs. Pour le moment, ça ne marche pas. Mais je me dis, il y a des qualités dans ce groupe. Quand vous prenez Mudryk qui est arrivé à 100 millions, quand vous prenez Enzo Fernandez qui est arrivé dans les derniers instants du mercato, João Félix, le Portugais, c'est un joueur assez intéressant.
Badiachile, le français, ça c'est pour l'avenir. Maintenant, il faut que Graham Potter arrive à faire une meilleure combinaison de toutes ces stars. Ce n'est pas des joueurs de rue, c'est quand même des joueurs connus. Et comment va-t-il gérer tout ça? C'est ce qu'on se demande. Sinon, je pense qu'il y a de la qualité dans ce qu'ils ont pris. Vous voyez de l'impact dans les 6 mois, les 2 ans à venir? Chelsea pourra redevenir super champion et écraser tout le monde en Europe? On l'espère pour lui. Et il y a un autre côté, c'est pas seulement le fait de regrouper les meilleurs joueurs qui font une très bonne équipe. Donc, il va falloir trouver les meilleures combinaisons pour avancer dans la saison. Quand je prends Joao Félix, les deux l'ont dit, c'était une surprise. Personne ne l'attendait du côté du Bayern. Il y a eu Cancelo, j'allais dire. C'était surprenant parce que là, ça ne va plus entre lui et Pep Guardiola. Et il a voulu aller voir ailleurs. C'est un joueur intéressant. Rien à dire. Même, vous allez voir la dernière fois sur le match du Bayern. Il a été déjà un passeur décisif. Donc, c'est un joueur qui a envie et qui a beaucoup de qualité. Vous avez parlé de Trossard, vous avez parlé de Jorginho. Là également, c'est une surprise qui a quitté Chelsea pour Arsenal. Mais je pense qu'Arsenal a fait un gros coup. Parce qu'un tel joueur, il est bien. Il a prouvé tout ce qu'il sait faire avec Chelsea. Maintenant, il est allé sous un autre maillot dans un autre club. Est-ce qu'il va pouvoir le faire? Londres également. C'est toujours Londres. La rivalité va être... Le point d'interrogation reste à ce niveau. Maintenant, moi, je veux féliciter Marseille qui a fait, on va dire, des recrutements assez intéressants. Super intéressant. Je veux dire, Malinowski est venu. On prend par exemple l'international marocain Unai qui a d'ailleurs marqué sur son premier match. Et votre coup de cœur reste Vitinha. Vitinha, c'est pas un grand joueur. Il a quitté Braga. Beaucoup d'observateurs du foot européen disent qu'il a coûté trop cher parce que c'est pas un joueur qui vient d'un grand club européen. Il fallait peut-être aller chercher Terem Moffi qui finalement a choisi Nice. Donc on espère pour Tudor qu'il va bien marquer des buts pour Marseille. Vivement. Alors cette palette des joueurs là, qu'est-ce que vous avez comme commentaire là-dessus? On a cité tous ces noms que vous avez justement suivis. Moi je veux placer un mot sur Arsenal qui s'est renforcé. Qui s'est renforcé. Avec Trossard et Jorginho. Trossard et puis Jorginho, ce sont deux joueurs qui connaissent très bien la première ligue. Vous pensez que ce sera une valeur ajoutée? Naturellement, ce sera une valeur ajoutée. Vont-ils jouer tout de suite pour Arsenal? Tout de suite, je crains parce qu'il y a une concurrence qui sera rude à ce niveau, surtout au milieu de terrain. Thomas Partey, indéboulonnable. Il est indéboulonnable. Je me pose la question, qu'est-ce que Jorginho va Il y a votre ami également... Martin Odegaard. Merci beaucoup. C'est comme si vous lisiez dans ma tête. Martin Odegaard avec le brassard, ça sera difficile de les déboulonner. Pour moi, Arteta a su bien faire de pouvoir faire venir ces deux joueurs-là parce que c'est vrai, sur le côté, par moment, on peut voir Martinelli qui, par moment, comme je veux le dire, peuvent être blessés. Et derrière, on a un effectif assez garni pour aller chercher. Pour moi, Arsenal se renforce pour aller chercher la première ligue. Ce n'est pas pour vous, c'est clair. C'est clair. Pour aller chercher la première ligue, il faut doubler les postes. pour ne pas se faire surprendre derrière avec des blessures ou encore la méforme de certains joueurs. Et puis de l'autre côté, c'est quand même Chelsea. Chelsea a fait la folie, comme Franck l'a dit. Mais est-ce qu'avec tous ces joueurs recrutés, on demande à Graham Potter tout de suite d'aller chercher la première ligue? Pour moi, non. Ce sont des investissements pour l'avenir. Et pour cette saison, on va tout simplement essayer de se repositionner dans cette deuxième phase de championnat. Au moins finir 4e pour la Ligue des Champions. Au moins finir 4e pour la Ligue des Champions pour faire un retour sur investissement aussi. Parce que sortir toutes ces sommes-là et derrière ne pas se qualifier pour les joutes européennes, ce sera vraiment une tache d'huile dans la bille blanche que porte Chelsea actuellement. Alors, restons toujours dans le mercato hivernal. Sur le top 10, on a vu que Chelsea a fait pratiquement la razzia à ce niveau-là. Cody Gakpo, vous le disiez la dernière fois, ce n'est pas pour vous un bon choix. Anthony Gordon qui quitte Everton pour Newcastle United. Voilà également des choix. Oui, là quand même c'est un renfort. Assez curieux. Oui, c'est un renfort parce que Anthony Gordon, c'était aussi un peu. Il a coûté 45 millions d'euros. Oui, c'était la lumière du côté d'Everton. C'était au moins, il faisait partie de ces joueurs-là qui quand même arrivait à sortir de la tête de l'eau. Il était un bon choix pour Newcastle, quelqu'un qui vient également renforcer ce milieu de terrain avec Bruno Guimaraes. Et voilà, je me dis quand même que c'est un très bon choix pour Newcastle. Maintenant, par rapport aux autres, comme le disait Delanov, Arsenal aussi a fait un recrutement tellement intelligent. Mais seulement Jorginho, moi je me pose beaucoup de questions.
Je ne sais pas. Depuis l'Euro, vous ne le voyez plus au top niveau, c'est ça? Il est toujours dans son rôle, dans son registre, parce que déjà, N'Golo Kanté mais n'est pas là. Mais il n'est plus constant. Voilà, il n'est plus constant. Il a également changé de poste, il faut quand même le reconnaître, parce que N'Golo Kanté n'est plus là. Oui. Il est maintenant dans le rôle de récupérateur, que celui-là qui vient souvent au soutien des attaquants. Mais changer de club, aller à Arsenal, parce qu'on voit que ça marche actuellement là-bas et tout ça. Moi, il veut gagner un titre. Ouais, il veut gagner un titre, mais moi, ça ne m'a pas convaincu. D'accord. Je ne sais pas pourquoi Arsenal est parti le chercher. Mais bon, quand même, je vais attendre de voir. Si vous voyez un peu ce milieu-là, Arteta a quand même déjà trouvé sa formule. Est-ce qu'on va essayer, on va oser aller changer quelque chose pour cette deuxième partie? Vous posez des questions. Je me pose beaucoup de questions. Attention à ne pas voilà, se tromper de formule et finalement tomber dans ce qu'on ne veut pas avoir. Le cas Cody Gakpo, messieurs, ça vous intéresse également? Oui, pour le moment, ça ne répond pas comme il faut. On a beaucoup d'attentes autour de ce joueur, ce jeune joueur qui était attendu du côté de Manchester United, mais finalement qui a choisi Liverpool. Lui-même, il a dit, le club m'a séduit par son projet. Et j'espère que c'est sincère. Si ce n'est, on va dire, l'influence de Van Dijk sur le jeune joueur qui lui a dit, petit frère, jeune frère, viens ici à Liverpool. C'est mieux que d'aller du côté de Manchester United. Pour le moment, il ne se trouve pas, il n'est pas totalement intégré, il n'est pas rentré, on va dire, dans la vision de jeu de Jürgen Klopp. J'ai envie de dire tout simplement que c'est un jeune joueur, un ailier qui aime percuter et qui va pouvoir se réveiller dans les semaines, les mois à venir. Autre surprise, c'est l'arrivée de Sabitzer du côté de Manchester United. Ça aussi, il quitte l'Allemagne. Il quitte l'Allemagne, il quitte le Bayern. Le Bayern Munich. Et pourtant, en provenance de Leipzig entre-temps. Oui, où il était très bien. Très bien, oui. Capitaine. Exactement. Voilà, maintenant, au Bayern, il ne s'impose pas et voilà. C'est comme s'il a été un tout petit peu largué. On a dit, va voir ailleurs. J'espère bien qu'il va pouvoir remplacer, comme il se doit, le Danois, Eriksen. Voilà, donc c'est aussi l'autre surprise. La surprise également, il ne faut pas oublier... Hakim Ziyech qui a oublié. Oui, c'est sur mon papier. Ah, d'accord. C'est sur mon papier. Je vous ai juste demandé. Oui, on va en parler tout à l'heure. Restons sur les Africains. Il y a deux, en tout cas notamment, qui retiennent notre attention. Il y a Terem Moffi, le Nigérian qui a quitté Lorient pour Nice, prépayant avec option obligatoire d'achat, 25 millions d'euros. Et puis Dango Ouattara du Burkina Faso qui quitte Lorient pour Bournemouth. Pour 20 millions d'euros. Oui, pour Dango Ouattara, c'est bien parce que c'est un joueur qui a besoin de progresser, qui a besoin du temps de jeu. Il n'y a pas mieux que l'Angleterre, ces clubs de seconde zone là pour aller grandir. Vous pensez qu'il ne va pas se perdre? Non, il ne va pas se perdre. Dango Ouattara, pour avoir au moins vécu ou bien avoir suivi 2-3 de ces matchs en Ligue 1. Il est très bon. Il est très bon, très bon en termes de progrès. C'est-à-dire quand il s'agit de prendre le couloir, aller centrer tout ça, il est vraiment bon par rapport à l'autre qui est arrivé à Marseille également. C'est un joueur Caboret, le jeune Caboret. Oui, c'est Caboret. Ils sont très bons, c'est le même profil, c'est des joueurs que moi j'adore beaucoup. Maintenant, par rapport à Terem Moffi, actuellement l'un des meilleurs buteurs. C'est la sensation. La grosse sensation, vraiment. C'est un joueur que moi je ne voyais pas venir quand même, mais quand on dit... que le Nigeria a des joueurs, quand je regarde ceux-là, je me dis, actuellement, le Nigeria a un grand grenier. Actuellement, le Nigeria a un grand grenier du côté de l'Italie. Oui, naturellement. Il est là. Osimhen, ils sont deux, ou même trois. Ademola. Il y a Lookman. Ils sont là. Et puis, en France, de Villarreal, qui fait également France, il y a une belle brochette de joueurs. Il y a Moses qui sont là, des joueurs qui font la fierté du Nigeria en Europe. Et puis, il y a aussi, sur le cas Terem Moffi, pour moi, c'est quand même une progression. D'accord. Quitter Lorient pour Nice. La progression, c'est au niveau de la somme investie il y a aussi la somme investie, mais en même temps le projet. Quand on prend l'OGC Nice par rapport à Lorient, je crois que... Les ambitions ne sont pas les mêmes. Les ambitions ne sont pas les mêmes. Lorient ne joue pas pour la Ligue des Champions, la Ligue Europa. Lorient joue le maintien. Lorient joue le maintien. Ne joue pas la Ligue Europa, par exemple, ou l'Europa Conference League. Justement, mais sur le cas du Burkinabé, moi je crois que c'était beaucoup plus du business. D'accord. On sait très bien. Vous voyez un montage financier entre Lorient et puis Bournemouth. C'est une affaire de connexion.
C'est une connexion. Et actuellement, Bournemouth, du côté de l'Angleterre, est en train de souffrir. On a dû placer le Burkinabé de ce côté-là. On sait que depuis le début de la saison, il fait quand même partie des hommes clés de Lorient, et le voir partir comme ça, pour moi, c'était une surprise. Mais en même temps, c'est le même propriétaire. Et donc, derrière, ils veulent aller sauver les meubles de l'autre côté. Donc, c'était vraiment une surprise pour moi. Mais attendons de voir sur la durée, sur cette seconde phase de championnat, ce que le Burkinabé va pouvoir faire. Tout le monde voyait Hakim Ziyech au Paris Saint-Germain. C'est le flop de la semaine. Que comprendre justement, Franck, sur cette situation de l'international marocain? Il semble que Chelsea, à plusieurs reprises, a envoyé des documents qui ne sont pas les vrais dans ce dossier d'Hakim Ziyech au niveau du Paris Saint-Germain. Incroyable. Mais c'est quand même incompréhensible à ce niveau qu'on puisse se tromper de la sorte dans les derniers instants du mercato. Est-ce que c'est pas fait à dessein aussi? Peut-être, mais pour bloquer la voie. Oui, ça peut être le cas. Maintenant, Ziyech n'est plus le premier choix du côté de Chelsea, mais c'est un joueur intéressant et peut-être Galtier voulait le relancer. Mais bon, ça n'a pas réussi. Je pense que c'est entre deux grands clubs qui se sont un tout petit peu fourvoyés dans ce dossier-là. C'est dommage pour lui parce que le joueur a envie quand même d'aller se faire voir ailleurs, d'aller montrer autre chose. Ça n'a pas marché. Peut-être on va voir ce qu'il va se passer en fin d'année. Maintenant, quand je prends Terem Moffi, c'est un bon coup pour Nice, qui appartient aux milliardaires britanniques. Beaucoup d'argent. On a envie de jouer l'Europe la saison prochaine. Terem Moffi, c'est un buteur intéressant. Moi, je le voulais à Marseille. D'accord. Malheureusement, Pablo Longoria. Il a choisi l'OGC Nice. Et puis, quand on prend qui également Dango Ouattara. C'est un monsieur à tout faire. D'accord. Lorsqu'il était à Lorient, il n'a pas de préférence. Il fait tout, c'est un homme qui accepte de faire le sale boulot, qui est prêt, qui est présent physiquement. Même très bon de la tête également. De la tête, techniquement, il est au-dessus de la moyenne. Donc, c'est un jeune joueur qui pourrait progresser avec Bournemouth. Maintenant, quand on sort de l'Afrique noire, on parlera d'Ounahi, qui a quitté Angers pour Marseille. C'est également une 22 ans, 10 millions d'euros. Qui sur son premier but a montré quand même toute sa qualité technique, qui peut jouer devant la défense, qui peut jouer en milieu de terrain ou bien derrière les attaquants. Exactement. Donc beaucoup de profils maintenant pour Igor Tudor. C'est le meilleur suppléant de Amin Harit. Amin Harit, il semble même que lors du mondial, ils se sont retrouvés dans la chambre d'Amin Harit. Les deux sont des Marocains. Voilà, reviens me rejoindre. Ils peuvent se passer des choses. Sur la canebière. Beaucoup de choses. Ah oui, comme on le dit quelque part, l'unité dans la paix. Des cas, les petits fafas. La Première Ligue bat son record de dépenses, 930 millions d'euros. Je ne vais pas même m'aventurer à prendre la calculatrice. C'est ce qui ressort du travail du cabinet Deloitte. Ah oui, la Première Ligue, ils sont fous à ce niveau. Sortir l'argent, ça ne leur dit absolument rien. On va rester dans le royaume pour parler du championnat. Première Ligue Express News. Le 22e chapitre de la Première Ligue, ça démarre déjà vendredi. Curieusement, oui, ça n'arrive pas tous les jours, mais Chelsea va jouer contre Fulham déjà ce soir à partir de 20h. Un petit derby de Londres. Samedi, on aura des matchs comme Everton-Arsenal, attention. Et puis pendant ce temps, Newcastle va jouer contre West Ham. United à la maison croise Crystal Palace. Et puis dimanche, un intéressant, Tottenham-Manchester City. On rappelle que le joueur Mason Greenwood de United, accusé de viol à une certaine époque, n'est plus poursuivi par la justice anglaise. On rappelle qu'en 129 matchs, il a marqué 35 buts pour les Red Devils. Il a été prolongé jusqu'en 2025. Maintenant, à quand son retour en Première Ligue? Point d'interrogation. Alors, messieurs, je voudrais que vous vous situiez sur ces trois matchs-là. Everton, Arsenal, Newcastle, West Ham, City qui se déplace à Tottenham. Ce sont trois équipes qui sont presque dans la lutte pour le titre. Qu'est-ce qui, pour vous, ce scénario vous propose là déjà dans la tête? De très 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 bons matchs, serrés. Puis bon voilà quoi, ça va
beaucoup de spectacles, comme on a toujours l'habitude de Qui le voir. gagnera et qui va faire la bonne opération Bon, selon vous? je vois déjà Manchester City quand même gagner face à Tottenham. Je vois aussi Arsenal l'emporter devant Everton. Et puis Newcastle et West Ham, je me dis que ça va être du 50-50. Mais un petit penchant pour Newcastle. Pour vous, ça veut dire que Arsenal ne va pas trébucher pour le moment et 5 points toujours va rester dans la lutte. Affirmatif. Si Arsenal se permet de trébucher, ça fera quand même leur On affaire. rappelle qu'Everton a limogé Frank Lampard et il a recruté Sean Dyche. Oui, et actuellement, même avec Sean Dyche, ce n'est pas aussi ça. Parce que c'est vrai que Everton, depuis le début de la saison, le club alterne le bon et le Mais peut-être moins une bon. question de fierté pour Dyche, pourquoi pas faire trébucher Arsenal pour la deuxième fois de la saison. Pourquoi pas, surtout que Arsenal, depuis le début de la saison, c'est une seule défaite. Oui, contre United. Battre le futur champion, pourquoi pas. Pourquoi pas. On attendra de voir si les Toffees vont pouvoir faire tomber Arsenal, qui, on le disait entre-temps, encore fait de très belles recrues. D'accord. Mais Mikel Arteta, comme on sait, il sait très bien le faire, va booster quand même ce groupe-là, cet effectif assez jeune, qui n'a peur de rien, qui va au combat et puis aller chercher les résultats à la fin. En tout cas, ça donne quand même envie pour suivre ce match-là, Everton-Arsenal. Franck, doit-on enterrer Tottenham, aujourd'hui 5e, à 3 points de la 4e place occupée par United? On a l'impression qu'Antonio Conte, il n'est plus tout feu, tout flamme comme il y a une saison, voire même le début de la campagne. Bon, enterrer, peut-être c'est trop dire. Les Spurs étaient attendus sur Franck, ils ont déjà 7 défaites. Hein. Oui, 7 défaites de la saison. Mais, en 20 matchs. Pour le titre, peut-être, oui. D'accord. Mais jouer le podium, c'est encore possible. Faire partie des clubs qualifiés pour la Ligue européenne des champions, ils peuvent encore le faire. Maintenant, l'adversaire du jour se nomme quand même Manchester City. Lorsqu'on se projette un peu ou bien on regarde dans le rétroviseur, ils ont perdu 4-2. Exact. Si je me trompe. Donc, très récemment. Donc, alors qu'ils avaient peut-être une certaine ascendance, ils ont mené 2-0 à la mi-temps dans ce match. Et à la suite, ils ont perdu. Donc, je pense que l'avantage psychologique, c'est pour les Citizens. Et puis de l'autre côté, Chelsea, Fulham, attention à Fulham, qui également pose des problèmes aux grands sur le classement même. Fulham est devant Chelsea. Donc, exactement. Fulham, on peut le dire qu'ils sont favoris sur ce match. Maintenant, Chelsea a quand même envie de se réveiller, de reprendre, on va dire, le chemin des victoires. Et de l'autre côté, Arsenal, Everton, bon, il n'y a pas match. Il mais il faut faire attention à des clubs comme ça. Qui on vous connaît pour votre prudence légendaire. Parce que contre la relégation. Donc, il ne faut pas jouer sur un certain complexe. Il va falloir gagner sur le terrain. Ces matchs-là sont souvent compliqués à jouer contre des équipes qui baignent dans la zone ou dans la rivière de la relégation. Liverpool, oui, you will never walk alone. Cette fois-ci, ils sont en train de marcher avec Chelsea. Les deux sont ensemble. Liverpool 9e, on a Chelsea qui est 10e. Les deux ont le même nombre de points. Ah oui, c'est une saison galère pour les Reds et les Blues. On rappelle que Liverpool sera chez Wolverhampton. Messieurs, on a terminé avec la première ligue anglaise. On va continuer notre tour d'Europe désormais. Nous sommes du côté de l'autre Pyrénées. Aquí está la Liga Española. Avant de parler du 20e acte de la Liga, on s'intéresse à la 17e journée disputée en semaine avec cette victoire du Barça au Betis, 2-1. Et puis le Real Madrid qui s'est imposé pas plus tard qu'il y a 24 heures, 2-0 face à Valence. Ça a été un match compliqué pour les deux équipes, mais elles ont tout fait pour être justement dans la constance, gagner les matchs. Oui, bien sûr. Surtout le Real Madrid qui avait besoin de recoller un peu, de se rapprocher un tout petit peu du FC Barcelone. Déjà à la première période, on a senti une équipe du Real Madrid qui voulait tout de suite aller chercher ce but-là qui allait un peu lui permettre de rester tranquille dans le match. Les hommes d'Ancelotti ont tout fait. Ils ont essayé, surtout sur le côté de Vinicius qui était dans la provocation. Apparemment, c'est le circuit préférentiel. Ben oui, tout le monde sait ce que Ancelotti va faire. On sait qu'on va beaucoup jouer sur Vinicius. On sait que Benzema va beaucoup décrocher pour toucher beaucoup de ballons, laisser l'espace soit à Luka Modric, soit à Toni Kroos d'aller profiter. Ce qui est curieux, on sait très bien ce que Vinicius va faire.
On essaie de le bloquer, mais il réussit toujours à passer. Voilà. C'est comme Ariane Robben à une certaine époque au Bayern. On sait très bien qu'il va repiquer dans l'axe. Et enrouler. Mais derrière. À chaque fois, il le fait et il réussit. Bon, Vinicius, cette saison, ce n'est plus comme avant. Hein. Ce n'est plus comme surtout la saison dernière où il était encore un peu plus efficace. Mais hier, quand même, il a été beaucoup plus présent. Il a été très présent, très efficace dans le match. Il a fait un très bon match. Naturellement, il est l'homme du match. Mais après, c'est Valence même aussi qui a un peu levé le pied. Et vous a déçu avec Cavani? Oui. L'équipe a fait une seconde période tellement catastrophique. Oui, ça c'est vrai. Il n'était pas aussi bien compact comme il était à la première période. Oui, et puis Diakabi aussi qui ne s'est pas tellement retrouvé. Et le carton rouge bête. Voilà, mauvaise communication avec Gabriel Paulista derrière. Et bon, il était très énervé par rapport aux fougues de Vinicius Junior qui donnait un mal de tête fou. Il était emporté. Vous êtes un défenseur et quand vous êtes face à un attaquant qui est toujours dans la provocation, qui parle aussi beaucoup, qui fait comme si c'est toujours lui la victime et tout. Voilà. Donc, par moment, en tant qu'humain, vous perdez un câble, vous pétez un câble et puis voilà, c'est ce qui arrive. Et il a pénalisé son équipe. Et bien sûr, mais derrière, tant mieux. Quand même, ils n'ont pas encore pris de but. Tant mieux pour le Real. Tant mieux pour le Real et tant pis pour... On sent votre joie. Non, c'est pas une joie. C'est pas une joie, mais c'est pour dire aussi que le Real est allé chercher cette n'est-ce pas? Qui plus est à la maison, devant son public. À Santiago Bernabéu. Ça, c'est vrai. Le Barça qui gagne 2-1 face au Betis. Match dans l'ensemble plus ou moins maîtrisé, mais ils sont arrivés à gagner 2-1. Au Benito Villamarín, la dernière fois, il fallait le faire. C'est quand même le Betis de Nabil Fekir devant. Et on a vu le Barça qui a pataugé un tout petit peu avec son football. C'est vrai qu'il y avait la domination, c'est vrai qu'ils avaient la possession, mais devant les buts, on a vu Pedri qui a trouvé devant lui le gardien, et on a vu Lewandowski également, des occasions qu'ils ont manquées en première période, mais de retour des vestiaires, on a vu une équipe beaucoup plus efficace, beaucoup plus tranchante. Avec, cette équipe, elle est solide pour aller chercher le titre? En tout cas, pour le moment, oui, parce que derrière, on a des équipes comme le Real Madrid, la Real Sociedad, l'Atlético de Madrid, qui ne font pas forcément une très grande saison, et devant c'est le Barça qui, quoi qu'on dise, même si par moment ce n'est pas aussi trop ça dans le jeu, ils sont au moins efficaces devant et ils marquent des buts. C'est là aussi qu'il faut aller chercher la Liga, et ils ont su bien faire la dernière fois. Rafinha qui dans cette rencontre là n'a pas été aussi très percutant. C'est pas Ousmane Dembélé. Ce n'est pas Ousmane Dembélé, mais il a trouvé le chemin défilé derrière. C'est quand même le meilleur buteur de la Liga, Robert Lewandowski, qui est toujours là. Ça lui fait 14 buts. Ça lui fait 14 en buts. Liga. C'est un goléador. En tout cas, il n'y a rien à dire. Quelle que soit la surface sur laquelle il joue, il va marquer des buts. C'est Koundé qui marque contre son camp. C'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Voilà qui est dit. Parlons toujours de cette Liga là, avec la tuile de Karim Benzema. Franck, touché à l'adducteur. On nous parle d'une blessure légère, mais il rejoint l'infirmerie. On doit s'inquiéter pour KB9. Dès qu'un joueur est touché et qui demande à sortir, ça veut dire que ça pourrait être grave. Et surtout quand on s'appelle Karim Benzema. Quand on est Ballon d'Or. Merci de préciser. Qui fait beaucoup d'efforts, qui donc sollicite ses muscles. Donc il se connaît. Tout de suite, il a dit je vais sortir. Quand on prend Militao également. Lui aussi, il est dans le même cas. Et puis d'autres joueurs qui sont à l'infirmerie pour le Real. C'est inquiétant, à quelques jours seulement de huitième de finale contre Liverpool. Donc il faudrait un tout petit peu s'en inquiéter. Mais bon, le staff a déjà dit que c'était, on va dire, une blessure bénigne, que c'est rien de grave. On l'espère que d'ici là, le joueur va récupérer pour être prêt pour les matchs qui viennent. Vous parlez de récupération. Eder Militao également ne pourra pas récupérer d'ici dimanche contre Majorque. Oui, le Real joue dimanche contre Majorque et normalement, pour les merengues, ça devrait passer quand vous avez vu le match d'hier. Toni Kroos et Luka Modric, 67e minute. On les a fait reposer. On a fait rentrer Valverde et puis Tchouaméni. Ça veut dire que voilà. Tchouaméni qui revenait de blessure. De blessure également. Et puis Asensio qui retrouve encore ses marques. Petit au quel but. C'était super. Il n'y a rien à dire. Le gardien, comment on dit chez nous là? Il ne pouvait rien. Et Tialidji. Allez. Incroyable. J'aime beaucoup son nom. J'aime beaucoup son nom, Mama Dashvili. J'adore. Juste
Exactement. Le gardien. Valencien. Exactement. 20e Liga, 20e journée de Liga, pardon, avec vendredi déjà, avec le match Bilbao-Cadix à 20h. Samedi, on aura Elche Villarreal, Retafe. Je voudrais que vous placiez un mot sur cette rencontre. Et Retafe qui se déplace chez l'Atlético de Madrid. Le match a lieu à 17h30. Ah oui. Ça sent mauvais. Hein. Ah oui, ça sent le roussi là. Il n'y aura même pas du spectacle parce que ce sont deux équipes qui ne produisent rien. Mais l'Atlético est 4e. Oui, Atlético. Retafe, 19e. Oui, c'est pratiquement. L'Atlético doit passer, non? Il y a un gap. À moins que le a priori, Retafe, ça devait passer pour l'Atlético de Madrid de Diego Simeone. Mais attention, match de football demeure toujours un match de football. Attention. Et Jenda Konam peut sortir, pourquoi pas, la tirer lourd dans cette rencontre. De la tête marquer à la 90e minute. Et puis c'est le scénario. Offrir les 3 points de la journée. Ce serait magnifique. À Retafe, pourquoi pas. Ah oui. Il le faut, au moins un point aussi, on peut le prendre. Oui. Parce que là, c'est un déplacement et ça ne va pas être du tout de la promenade. Exactement. Pour Jenda Konam et ses coéquipiers qui traversent des moments difficiles, compliqués. Ils sont dans la zone rouge. Ils ont besoin de points. Donc, il va falloir jouer et prendre des points. C'est un petit derby de Madrid, puisque Retafe est un club de la banlieue de Madrid. Le Betis de Nabil Fekir croise le Celta Vigo. Dimanche, on a parlé tout à l'heure du déplacement de Real au Balear face à Majorque. Le FC Barcelone à la maison, on va jouer contre le FC Séville qui remonte petit à petit au classement. Aujourd'hui, 13e. Et là, il y a match. La Real Sociedad croise Real Valladolid et puis Gérone Valence sans Gennaro Gattuso limogé. Voilà ce qu'on peut dire concernant la Liga espagnole. Nous parlons d'une autre Liga, mais cette fois-ci en début d'écriture, Bundes. Willkommen zum Total Bundesliga. Total Bundesliga. Alors, nous parlons du championnat d'Allemagne. Et là aussi, ça va jouer. On va d'abord s'intéresser peut-être un coup d'œil au classement. C'est quoi? C'est un petit point. Hein, ouais, qui sépare le Bayern des autres. On ne va pas s'inquiéter pour le FC Hollywood. Oui, on sait qu'à la fin, le Bayern va passer, le Bayern va gagner. Mais il va falloir se réveiller comme ils l'ont fait sur ce match contre Mayence. En coupe. La dernière fois en coupe avec 4 buts de marqués. Et Chupandowski. Un Choupo-Moting assez intéressant qui a marqué, qui a été décisif. Donc c'est intéressant. Maintenant, par rapport à ce qu'il s'est passé, on va dire, avec ces histoires de matchs nuls, de défaites. Après trois matchs nuls et une défaite, le Bayern a fini par gagner. Enfin, donc on espère que sur ce match contre Wolfsburg dimanche, le Hollywood FC va pouvoir faire la différence en déplacement. Parce que il est de retour, mon cher Franck, notre ami Gnabry, ça va? Oui, ça va. Sur ce match, je pense qu'il a déjà purgé sa punition. Ah, d'accord. D'abord, la dernière fois, on l'a laissé sur le banc et cette fois-ci, je pense qu'il va pouvoir jouer face à Wolfsburg. Dimanche, toujours, ce match entre Stuttgart et puis Werder Brême. C'est deux clubs qui ont envie de gagner des points. C'est un club qui est 15e, Stuttgart, et puis Werder 10e. Et samedi, c'est le gros du match à ce niveau. Cologne qui reçoit Leipzig. Normalement, ça devrait passer pour Leipzig, mais attention, Cologne a montré ces derniers temps que ils ont tenu tête au Bayern. Hein. Ils ont tenu tête au Bayern, ils ont même gagné un club 7-0 si Exactement. je me trompe. Donc ça veut dire que il faut faire attention. Et Dortmund 4e reçoit Fribourg 5e. C'est un match entre deux clubs aux mêmes performances pratiquement. D'accord. On verra bien. Bochum qui a envie de se maintenir, qui est 16e de ce championnat, joue contre Hoffenheim, un club qui ne va pas bien, le club du Togolais Ilas Bebou. On espère qu'il va pouvoir marquer, très en forme pour les matchs des éperviers. Mais si ça ne va pas, qu'il revienne au village là. Pourquoi pas? Il n'y a pas de souci. Voilà. L'autre match de samedi, Francfort, Hertha Berlin. Hertha Berlin qui est 17e et qui va jouer sur les installations de Francfort. Francfort de Randal Colomwani qui est en forme et qui peut faire bien de choses. Union Berlin contre Mayence et puis Mönchengladbach qui joue contre le dernier Schalke 04 et on se dit que ça devrait marcher pour Mönchengladbach. Mais déjà ce soir, ce match entre Augsbourg et le Bayer Leverkusen. Donc ça commence dès ce soir pour le compte de la 19e journée de la Bundesliga. Roméo Mileko, le match Wolfsburg-Bayern
Niko Kovac, votre ami, il est là, du côté de Wolfsburg. Comment on aborde ce genre de match quand on sait qu'on a passé autant d'années, d'abord en tant que joueur, capitaine et puis entraîneur du Bayern Munich? Il faut quand même déjà très tôt comprendre que le Bayern ne va pas bien. Et il faut maximiser ses forces sur les faiblesses maintenant de l'adversaire. Ça, c'est de 1. Je ne vais rien lui apprendre. Je sais que lui-même, il va forcément jouer sur ce point. Maintenant, quand vous voyez derrière, il y a le Bayern qui s'est renforcé. Oui. On va peut-être faire jouer Joao Cancelo qui vient remplacer Mazraoui et puis Benjamin Pavard qui n'est pas Ils sont à l'infirmerie. Tout ça en très bon temps. Donc, déjà, Wolfsburg... Ils vont quand même essayer d'abord de profiter de cette largesse défensive-là du Bayern de Munich. On ne sait pas si le Bayern va vouloir jouer en 4 ou en 3 derrière. D'accord. Donc, il faut... Là aussi, ça reste l'interrogation. Ça reste une grosse interrogation parce que l'entraîneur, depuis un moment déjà, nous sort beaucoup de formules. Soit on fait à 3, soit on fait à 4, soit on fait à 5 et tout ça. Donc, il faut d'abord... je crois que Niko Kovac va vouloir jouer d'abord sur ce point. Surtout, ne pas aller observer le Bayern dans les 10-15 premières minutes. Pardon, il ne faut pas faire ça. D'accord. Vous faites ça, vous savez. Vous voyez que cette équipe de Wolfsburg a les moyens de regarder droit dans les yeux du Bayern? Oui, aujourd'hui, ils ont les moyens de pouvoir regarder droit dans les yeux du Bayern et aller titiller ce club-là. Aller également... Derrière, on a quand même voulu prendre aussi Schmeichel pour supplier, pour venir être le second de Yann Sommer. Ça veut dire qu'on a un petit doute aussi sur le Suisse. Sur le Suisse, oui. Donc, faut mettre tous ces éléments-là à son actif. Je crois que Wolfsburg va pouvoir surtout miser sur les faiblesses du Bayern actuellement devant. Ça répond bien avec Jamal Musiala et Choupo-Moting. Maintenant, au milieu de terrain, il n'y a que Joshua Kimmich qui fait le boulot. Oui. Et puis derrière, ça tangue un peu parce que moi, depuis toujours, je le dis, depuis la Juventus jusqu'au Bayern aujourd'hui, Mathis de Ligt, c'est un échec. Oui, à l'Ajax, il était bon. À l'Ajax, mais là, c'est compliqué. À la Juventus, il n'était pas bon. Au Bayern, jusque-là, il n'est pas bon. Donc voilà, ce sont des aspects à exploiter. On rappelle que Wolfsburg a été déjà champion d'Allemagne en 2009 sous Félix Magath et champion. Il a gagné justement et puis derrière c'était le Bayern qui était son dauphin. Alors 2-0 sur le match aller. 2-0. Avantage psychologique pour les Bavarois. Ouais. D'accord. Jamal Musiala et puis qui là déjà avait marqué chez Thomas Müller, l'inusable, le charpentier comme dirait quelqu'un. On attend de voir. Lui qui ne ressemble pas forcément à un joueur. Non, pas du tout. Mais attention, il peut vous faire mal, très mal. Un homme qui n'a pas de mollet. Allez demander au Barcelonais, ils en savent beaucoup de choses. Alors, on parle de cette Bundesliga pour évoquer le cas de Hoffenheim. Oui, alors, quand on regarde un peu au classement, ils sont 13e. 9 défaites, 5 victoires, 7 matchs nuls. Aïe, c'est compliqué pour l'international togolais. Oui, mais le Togolais, quand il est revenu après 2 matchs, il a inscrit 2 buts. Oui, donc, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit Ils ont pas quoi forcément. 5 points d'avance sur le premier relégable. Cela veut dire que derrière, il y a aussi des gens qui devront pousser. Il va falloir commencer par trouver les mots nécessaires actuellement. Et Ilas Bebou, je crois qu'en tout cas, pourquoi pas ce week-end donner la victoire à sa formation. Ils jouent contre Bochum, non, c'est ça? Bochum, oui, ils jouent contre Bochum. Oui, Hoffenheim, Bochum. Oui, Bochum, dans 16e. Cette saison, ce n'est pas aussi ça. Donc, il va falloir capitaliser sur ça, au moins prendre fait mal au 3 Bayern, points. Oui, ça aussi, c'est une information. Oui, mais en même temps, ce sont des matchs comme ça qu'il faut gagner pour se mettre en confiance, qu'il faut gagner pour se relancer dans le championnat. Je pense vivement que Hoffenheim va pouvoir faire cela et puis se replacer, pourquoi pas. C'est tout ce que nous souhaitons, pourquoi pas ne pas voir Hoffenheim en Ligue Europa et voilà, voir des matchs d'Hoffenheim, voilà, et en parler, c'est tout ce qu'on souhaite. Donc, Schönherr Lunyama, rendez-vous lundi pour revenir sur la Bundesliga, voir exactement ce que le Bayern a fait. Si jamais ils ont relancé la machine en quelques jours, du 14 février, ce sera face à une équipe tricolore dans un pays où le drapeau est le On va nous laisser suivre bleu, les blanc, matchs. rouge. C'est bien choisi. Ça, vous posez une question pertinente. Eh ben, peut-être réserver déjà vos télécommandes. Il faut en faire deux. Sans Mané et puis sans Mbappé. Ça, c'est une précision également. Reste à savoir s'il reste des joueurs indispensables. Bon, on aura le temps d'en parler. Messieurs, on va poursuivre. Il nous reste encore 2 majeurs. On va attaquer l'avant-dernier.
Benvenuto Calcio Italia. Ah oui, nous sommes en Italie où le football rime avec la mafia, la question de famille également, beaucoup d'intérêts, de business. Il semble qu'il y a encore une grosse sanction qui plane sur la tête de la Juventus. Ouais. La vieille dame devait en ce moment perdre ses cheveux. Hein, oh là là. Parce que la canne est déjà perdue. Hein. La canne est déjà perdue. La D2 qui s'annonce actuellement. Hein, oh, mais... Toutes les sorties qu'on a eues depuis hier jusqu'à l'heure. Oui. Si la Juventus si la justice ordinaire devait encore sortir cette sanction-là de 20 points qui est annoncée. Là, ce n'est plus une épée de Damoclès, c'est une clé. Ça n'y a rien à dire. La Juventus aurait 3 petits points dans son escarcelle, ce qui veut dire que la série B tend grandement la main à la Juventus. Mais c'est quoi cette histoire-là? Toujours les retombées des fraudes comptables. Oui, surtout avec la situation quand il y avait la Covid-19. Oui. La masse salariale que la Juventus de Turin a présentée à la fédération, ce n'était pas ça, parce que la dernière fois, je l'ai dit ici, qu'il y a eu des discussions via WhatsApp que les juges ont mis la main dessus, et puis derrière, c'est justement pour ces faits-là que la Juventus risque encore des sanctions. Oh là là. Vous parlez de 20 points. 20 points. Oh là là. On attendra de voir c'est quoi cette histoire dans les jours à venir, puisque déjà pour ces 15 points déjà qui ont été retirés à la Juventus de Turin, on attendra d'ici début avril, mars-avril, on verra la sentence qui sera complètement sur la tête, prononcée sur la tête de la Vous parlez de quand? Avril à mai, c'est ça? Oui, fin mars, début avril. Voilà. La justice ordinaire, en tout cas, il semble récupérer 3 points. Il y a plusieurs éléments à charge qui ont été récupérés par la police italienne. Alors ça montre comme quoi les fraudes comptables presque ont été avérées côté Juventus. Oh, ça fait très mal. Ça fait très mal pour ce club-là. Hier, moi, je me suis dit pourquoi pas ne pas retirer encore 2 ou 3 titres à la Juventus de Turin. Oui, comme en 2006. Comme en 2006 pour voir la Juventus de Turin au moins cette saison. Il faut frapper là où ça fait mal. N'est-ce pas? Il faut situer également les responsabilités. Oui, on n'a pas besoin de faire ça lorsqu'on est un grand club comme la Juventus. Je pense qu'ils sont rattrapés par leur mafia, leur mauvaise gestion, leur opacité dans la gestion. Je pense que c'est mérité. Il ne faut pas tricher. Lorsque j'entends l'Argentin Angel Di Maria qui dit « Je suis arrivé au pire des moments », il l'a dit. Non, mais ça fait mal au dos, ça fait mal au cœur. Quand je vois tous ces joueurs qui se battent pour les Bianconeri et qui doivent supporter ça aujourd'hui, mais c'est dommage pour les footballeurs qu'ils sont. Maintenant, le club a déraillé. Il va falloir payer pour décourager ceux qui veulent toujours tricher pour gagner. Vous le dites si bien, décourager, parce que la triche n'a pas sa place dans le foot, même si beaucoup en sont, en tout cas, des instigateurs. Alors, revenons un peu au championnat. Est-ce que la Juve va jouer cette fin de semaine? Oui, la Juve va jouer cette fin de semaine, mais si vous le permettez, en semaine, il y a eu la coupe. Les quarts de finale ont été disputés. Et hier, la Juve... À ce niveau, il n'y a pas de retrait de points, n'est-ce pas? Pour le moment, non. Pour le moment. Peut-être la Juventus de Turin va sauver sa saison avec la Coppa d'Italia. Pourquoi pas? Hier, ils ont battu la Lazio Rome, 1-0, les hommes de Mauricio Sarri. C'est pour se consoler. C'est pour se consoler. Pourquoi pas? L'Inter Milan aussi est en demi-finale. Et justement, c'est l'affiche Juventus. L'Inter de Milan qui va ce qui sera très intéressant. On a perdu McKennie, qui est parti. Oui. Côté de Leeds. L'autre affiche des demi-finales, c'est la Fiorentina et puis Cremonese qui est dernier au classement. Tenez-vous bien. Ben voilà, pourquoi pas. À défaut du championnat, on va se contenter de la coupe. C'est une possibilité. Justement. Voilà. Et pour la 21e journée de la Série A italienne, ça démarre demain samedi avec Cremonese justement qui reçoit à 14h Lecce de Samuel Umtiti. À 17h, l'AS Rome de José Mourinho reçoit Empoli. À 19h45, Sassuolo, le club cher à Franck Nunyaman, qui a corrigé le bilan la dernière fois et reçoit l'Atalanta Bergame dimanche à 11h30.
le leader. Napoli se déplace à Spezia. Là, c'est un match piège. Attention, oui, c'est un match faut piège. pas que le Napoli se croie trop supérieur à cette équipe de la Spezia. Justement, ça, parce que Spezia, c'est vrai que Spezia, ce n'est pas une équipe qui fait la pluie et le beau temps dans le championnat italien. Mais attention, ce sont des matchs pièges, comme vous venez de le dire. Il va falloir que Victor Osimhen continue sur sa belle lancée, pourquoi pas avec doublé et offrir et continuer dans leur course folle. Oui. À 14h, Torino reçoit l'Udinese qui a accueilli qui Thauvin. Florian Thauvin. Oui. Et champion du monde. Oui, en 2018. L'ex du Tigres. Exactement. On se demande si Thauvin va enfin réussir. Or, Olympique de Marseille, on attendait parce qu'il a fait déjà. Compliqué après. Il a fait Newcastle. Oui, il a fait Newcastle. Ça n'a pas marché. Ça, avec les Tigres également, ça n'a pas marché. On attendait de voir avec l'Udinese. Et puis à 17h, on aura l'explication Fiorentina-Bologne. Et à 19h45, l'Inter Milan joue contre l'AC Milan. Le Milan, c'est le derby de la Madonnine. Le derby de la Madonnine. On rappelle que je pense au match aller, l'Inter a gagné 2-0 face au Milan AC. Oui, sur ces dernières rencontres, c'est quand même l'Inter qui se sur de très belles victoires. La dernière fois aussi pour la Supercoppa Italia. L'Inter a encore gagné 3-0. Oh là là. Le Milan AC doit se ressaisir face à cette équipe interiste qui revient petit à petit derrière le Napoli pour la conquête du Scudetto. C'est terminé, c'est bon? Oui, c'est bon parce que lundi, on reviendra avec les autres affiches. Absolument. Puisque voilà, on va éteindre nos télés dimanche. On va les rallumer lundi soir pour suivre la Serie A italienne. Nous bouclons la boucle avec désormais le dernier majeur. Tout à l'info Ligue 1. Info Ligue 1. Nous nous intéressons à la 22e journée de la Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain qui joue samedi contre Toulouse. Messieurs, on va épiloguer sur le cas Kylian Mbappé avec cette blessure enregistrée cette fin de... Non, c'était en milieu de semaine. Il a touché justement lui aussi aux adducteurs. Il a quitté justement le Parc des Princes en boitillant. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain à l'approche des 8e de Ligue des Champions? Ah bah oui. Vous perdez votre meilleur buteur, vous perdez votre meilleur joueur depuis la saison dernière. Est-il aussi indispensable? Aujourd'hui, c'est une pièce maîtresse de toute façon. C'est un gros pion du Barça, du Paris Saint-Germain. Sa prochaine destination. Qui sait? Non, il aime le Real. Ah, d'accord. C'est une grosse perte quand même pour le Paris Saint-Germain, même si devant, on sait qu'on a Messi et puis Neymar qui peuvent faire le boulot. On a Ekitike qui quand même est un... Il y a Warren Emery Zahir là. Emery Zahir, ces jeunes-là qu'on essaie maintenant d'intégrer à l'effectif. On a quand même Ekitike qui fait de quand il rentre, il fait de très très belles choses. Maintenant, c'est le Bayern qu'on a devant. Peut-être quelqu'un comme Mbappé. Ce Bayern aussi redoutable? Oui, on a l'impression que ce Bayern est imbattable. Quand vous écoutez la presse française, oh là là, c'est comme si c'est la fin du monde, quoi. Oui, mais on a souvent l'habitude de voir ces équipes-là qui peinent un peu dans le championnat, mais quand il s'agit de la Ligue des Champions, c'est autre chose, c'est autre niveau. On sort un peu le grand jeu, l'artillerie lourde pour aller quand même chercher la victoire. Donc je crois que le Paris Saint-Germain doit s'inquiéter, mais pas trop. Pas trop, parce qu'on a Messi qui revient. Tout le monde se disait après la Coupe du Monde, oui, dans quel état de forme il serait et tout ça. Mais après, le monsieur, petit à petit, il commence toujours pas à montrer qu'il est Lionel Messi. Neymar, qui demeure toujours, qui garde toujours son niveau depuis le début de la saison. Actuellement, à ma foi, le meilleur joueur du Paris Saint-Germain cette saison. Donc, du coup, bon, voilà, même si derrière, on a laissé partir Keylor Navas, Donnarumma est toujours le numéro 1. Sergio Ramos, aujourd'hui, on est certain qu'il va revenir. Il y a Hakimi, il y a Verratti. L'effectif est là, donc il n'y a pas à s'inquiéter. Maintenant, Kylian Mbappé, on sait quelle place il occupe dans cet effectif de Christophe Galtier. Galtier lui dit qu'il a pris un coup au genou. Après, le jeune, il a dit non, qu'il s'est fait mal tout seul et tout. Oui. Donc, bon, voilà, il y a quand même aussi beaucoup de doutes autour de la blessure. C'est ce qui fait même qu'on dit qu'il sera absent pendant 3 semaines. 3 semaines, mais moi, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. J'attends. Je suis vraiment... prudent là-dessus. Ouais, prudent. D'accord. Je veux juste... je sais que c'est un jeune qui va vouloir forcer. Il va vouloir revenir très, très, très vite. Il ne va pas vouloir rater ce match. Rater ce match-là, quand on connaît un peu l'envie, les ambitions de Kylian Mbappé. Maintenant,
bon, le Paris Saint-Germain va pouvoir quand même faire sans lui. Hein. Ça, il faut le dire. S'il y a eu un mauvais résultat, aller dire que c'est parce que Mbappé a manqué qu'on a fait un mauvais résultat. C'est quand même du faux fuyant. Ouais, Franck, on parle de l'accumulation des matchs, etc. Mbappé aussi trop exigeant avec lui-même. Vous pensez forcément la même chose? Oui, ça peut être le cas. Maintenant, il ne s'est pas blessé seul. Il a été touché. C'est vrai que c'est quelqu'un qui sollicite forcément beaucoup ses muscles parce que c'est un joueur rapide, qui va très vite, qui court beaucoup dans un match de football. Et donc, je pense que ça peut être, on va dire, une accumulation de matchs. Il vient de terminer 7 matchs de Coupe du Monde. Oui. Et ce n'est pas rien. Donc, c'est un joueur... il a pris 10 jours de repos derrière. Oui. Apparemment, ce n'est pas suffisant. Ouais, donc, c'est un joueur qui va vite, qui se donne sur le terrain. Et je pense que 3 semaines, ce n'est pas aussi beaucoup. Il va revenir très vite. Maintenant, j'ai envie de dire qu'il va rater ce match. Oui. Ce match contre Vous êtes le sûr, Bayern. hein? Oui, il va rater ce match. On ne va pas aller chercher des pots de cheval pour faire rapidement sa guérison. Il y a d'autres échéances qui arrivent. Il ne faut pas forcer les choses. Il y a aussi le match retour quand même. Voilà, il ne faut pas forcer les choses pour abîmer le joueur finalement pour toute la saison. Exactement. Donc voilà, c'est un élément important. Hein. Maintenant, en face, ce n'est plus un Bayern souverain, comme on l'a connu il y a quelques saisons. Mais qui a des arguments qui fait peur quand même. Il a des arguments, mais c'est un club qui doute. Donc il ne faut pas oublier que la saison dernière, le Bayern s'est fait sortir par Villarreal. Est-ce qu'ils ont pu digérer ça? C'est pas autre chose à voir. Donc attention. Vous dites quelque chose avec un Danjuma qui était dangereux. Kylian Mbappé se blesse-t-il au mauvais moment? Pour moi, oui, et surtout, c'est la gestion du joueur qui m'a un tout petit peu... Vous pensez qu'on le fait trop jouer? Pas forcément trop jouer, mais là, depuis qu'il est revenu, on voit que déjà, il est vite retourné au club après la Coupe du Monde. C'était un compétiteur. C'était compétiteur, on l'a dit, mais derrière, on l'a encore laissé partir en vacances. Pourquoi alors? D'accord, vous vous posez des questions. Moi, je me pose la question. Pourquoi alors le laisser Pouvait-il choisir ses matchs, Delano? Est-ce qu'il peut choisir ses matchs? Pour moi, oui, ce sont des joueurs qui savent très bien ce qu'ils font. Exact. Et il peut être même sur la pelouse, mais ne pas forcer son talent. Vous rappelez le match de Coupe de France où il a marqué un quintuplé. Oui, et ce match, pareil, il était obligé, par exemple, de jouer au pays de Cassel. Il était capitaine. Il était capitaine. Ce genre de match, est-il obligé, par exemple, de le disputer? Il n'est pas forcément obligé de les disputer, mais vous êtes un joueur, vous êtes au service. Vous êtes au service d'un club et quand on vous fait appel, vous êtes obligé de répondre. Et c'est ce qu'il a fait la dernière fois en marquant un quintuplé. Le seul joueur d'ailleurs du Paris Saint-Germain a réalisé cet exploit-là. Mais derrière, on voit que quand vous forcez vos muscles, quand vous faites appel aussi comme ça à votre muscle, Franck l'a dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui court beaucoup dans des matchs. Et derrière, on voit qu'il y a la fatigue musculaire qui est là naturellement. Et derrière, pour moi, il se blesse. Comme vous l'avez dit, il se blesse au mauvais moment. Parce que pour tout joueur, on a quand même envie de disputer de telles rencontres. Paris Saint-Germain, Bayern de Munich, c'est quand même une affiche de rêve. Voilà. On rappelle que dans cette 22e journée, on a Rennes qui joue à la maison contre Lille. Monaco se déplace à Clermont en foot. Il y a également le match Auxerre-Reims. Et puis, l'intéressant derby de la Côte d'Azur entre Marseille et Nice. Dimanche, prenez votre rendez-vous, ce sera à 19h45. Messieurs, on est arrivé presque à la fin de notre aventure. Oui, j'espère que vous avez été bien servis dans vos différentes places. Classe affaires, avec, voilà, tout ce que vous voulez. On va se permettre un tour de table. Moi, je vais prendre la place du pilote. Hein. Ah bon? Là, vous êtes courageux. Ouais. C'est bon. Moi, je vais descendre dans votre attention au crash. Mon cher Roméo, vous voulez saluer quelques personnes à vous? Je veux saluer M. Comlan. Je ne vais pas dire le titre. Vous connaissez déjà. C'est bon comme ça. On le sait déjà. Et dis bonjour également à Ben Mobido. C'est là qui est toujours avec moi. Il est toujours avec vous, fidèle. Ouais, je veux saluer les amis Massim, Josué, tout le reste. Et tous ceux qui nous suivent. Absolument. Les lundis et les vendredis. Ici à Lomé, au Togo et dans le monde entier. Mon cher Delano Batikouna. Oui, tous les amis de la plateforme Fan Club PFE. Oui, notamment Julien dans l'été. Et votre Carlos. Wolf, il a votre Charlinho. Tao. Charlinho Tali. Au Chaprapra Boy.
Avisé Vous avez la et liste tous les apparemment. autres. Non, bon, juste Vincent, un peu. Vincent Noussoulé, Roland Aziamblé, et Oui. puis Jean Amédée, et puis nous Kodjo Marcelin. Ça, c'est le clair. Bavarois. Le Bavarois. Franck Oui, Munyama. il faudra saluer tout le monde, tous ceux qui nous suivent avec plaisir, Oui. tous les lundis et vendredis. On va dire excellent week-end à Esther, à Carlos, à Junior, à Christelle, à Nadia. Voilà, donc. Vous avez oublié excellent- Kenneth, hein? Oui, Kenneth. Attention. Kenneth. Oui, Le défenseur terrible. Et vous avez oublié vos auditeurs. oui, voilà. Donc, excellent début de week-end à toutes et à tous. À très Ah oui, bientôt. ça a été un plaisir, messieurs. Encore une fois, je vous dis merci du fond du cœur pour votre disponibilité et surtout d'avoir servi nos auditeurs, la grande famille des auditeurs de Sport FM et de Plateau Foot Europe. Bonjour spécial à Maman Togo qui nous suit également, tout comme à Dagan de Madrid et puis à Charité. Les trois dames sont des supportrices invétérées du Real Madrid. Allez comprendre quelque chose. Merci beaucoup à Sa Majesté Pélagie Mekoum. Bonjour à Roméo Yetor. On salue également entre-temps un certain Elom Adovon, lui aussi supporter du Real Madrid. À bientôt. Ciao, ciao.